bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alors aujourd'hui, Alain, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une émission un peu particulière. On a décidé de temps en temps de prendre le temps tous les deux. De faire un recadrage Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que, quand même, vous annoncez toujours dans nos émissions, quelques semaines, voire quelques mois avant tout le monde, ce qui se passe après concrètement au quotidien et que l'on voit apparaître en une des journaux. Et oui, une information en particulier, c'est que la relation entre la France et l'Allemagne, finalement, ce n'était pas le couple franco-allemand dont nous parlait depuis quelques années, des dizaines d'années, et il y aurait de l'eau dans le gaz, tiens, en plus, entre la France et l'Allemagne. Vous avez raison. D'abord, je pense que si on arrive à annoncer à l'avance, sans trop d'erreurs, ce qui va se passer, c'est parce qu'on est suffisamment pragmatique pour ne pas avoir d'idéologie qui nous conditionne et qu'on essaie d'aller à l'essentiel. Et quand vous allez à l'essentiel, vous apercevez que oui, il y a des choses qui vont se passer ou qui se passent. Et puis on peut tourner la chose comme on veut. De toute manière, ça se passe ou ça va se passer. L'histoire du couple franco-allemand, c'est exactement ça. Ça fait en réalité des années que le couple tangue, sérieusement. Et on s'aperçoit que Mme Merkel, et en particulier Mme Merkel, mais alors encore plus depuis qu'elle a passé le témoin, si je peux dire, à M. Scholz, on voit bien que les Allemands ont une vision du monde de la défense qui n'a rien à voir avec la nôtre. On le sait depuis longtemps. On sait que pour les Allemands, la défense doit reposer essentiellement sur l'OTAN, qu'eux ont une conception de la défense qui est exclusivement européenne, alors que nous, on a toujours été basés sur la force de projection, aller partout dans le monde, jouer les gendarmes en définitive. Or, on voit bien que ce n'est pas du tout la vision allemande, et qu'à partir du moment où on dit on va faire quelque chose ensemble, eh bien, on ne peut pas se comprendre, puisque eux, ils sont pour une défense OTAN, et nous, on est pour une défense européenne, cette chimère française, mais qui date depuis longtemps, qui consiste à croire qu'on va pouvoir, avec les autres pays d'Europe, faire une politique de défense autonome. Soyons objectifs, depuis des années, ça ne marche pas. Quand on a eu... Alors l'Angleterre, elle était systématiquement, elle prenait le parti des États-Unis. La Pologne, qui est la grande puissance montante en Europe actuellement, dans les pays qui ont été incorporés depuis 1992, la Pologne est pro-américaine et pro-OTAN. Donc en définitive, nous, on est tout seuls dans une position et on s'étonne. Les gens s'étonnent quand nous, on dit, dans une émission comme la nôtre, on dit, mais attends, regardez, le couple franco-allemand n'existe plus. Et là, on se dit, c'est pas possible. Mais si, il suffit de regarder. Dans l'affaire allemande, la défense, c'est clair, on a vu, je le disais, il y a un concept de défense qui est différent. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est l'industrie de défense. La France a bâti, l'Allemagne aussi, ils vendent de l'armement à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier quand même, hein. Les sous-marins, on est en compétition avec les sous-marins allemands. Hein. Les chars, on est en compétition avec les chars allemands. Mais indiscutablement, dans ce qui se passe, chaque fois qu'on a cru, dans le cadre de cette fameuse politique européenne commune du groupe franco-allemand, on a dit on va faire des contrats ou des projets de développement dans la défense ensemble, eh bien, il faut bien reconnaître que depuis maintenant plusieurs années, tout a échoué. Le Tigre, on l'avait parlé d'ailleurs, hein, le Tigre, on n'en a pas voulu, enfin ils n'en veulent pas. L'avion de reconnaissance maritime, ils ont acheté des avions américains. On a le char, on est encore en train de discuter avec les Allemands, avec Nexter et Rheinmetall, mais l'autre à côté, l'autre fabricant allemand, a sorti un char qui, curieusement, répond exactement aux caractéristiques de celui qu'on veut construire. Donc ça veut dire qu'ils ont une avance sur nous, qui font que c'est fini, on a perdu, il ne faut pas dire on va faire un char, il n'y a plus de raison de faire un char puisqu'il existe, il est fait par un autre. Donc c'est terminé. Et quand vous regardez, dans tous les domaines, hein, on voit le SCAF, je n'en parlerai pas, je ne vais pas faire un... Bon, mais enfin, il suffit de lire les déclarations de Dassault pour comprendre que quand vous voyez le ministre de la Défense, Madame la ministre de la Défense allemande et
le ministre français de la Défense, qui tous les deux, ou la ministre à l'époque, qui annoncent tous les deux, ça y est, on a signé le contrat du SCAF, donc du fameux avion futur, et que vous avez Dassault qui dit mais non, on n'a pas encore signé, on est encore en train de discuter. C'est quoi? C'est pas de la manipulation politique? Je crois qu'il faut vraiment, et c'est un des objectifs aussi dans des émissions comme celle que nous faisons, c'est de montrer une réalité. Alors, la réalité, elle dérange, hein, je reconnais. Oui. Quand vous dites le couple franco-allemand n'existe plus, moi j'ai plein d'amis qui sont horrifiés, qui me disent mais en fait tu ne peux pas dire ça. Ben oui, mais pourtant c'est une réalité. Alors bien sûr, on essaie de camoufler ça dans tous les sens. Et il y a plein de domaines dont on a parlé, où chaque fois... Regardez l'Afrique, par exemple. On a fait une émission, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une émission sur l'Afrique, sur les guerres en Ituri, au Congo, avec un diplomate professionnel qui avait vécu toutes ces négociations. Et on avait dit, attention, le problème, le Rwanda est en train de piller depuis 20 ans les ressources de l'Est du Congo en Ituri, hein, et personne ne dit rien, parce que le Rwanda, là-dessus, est appuyé par les compagnies minières américaines qui font prendre dans les mines au Congo la matière première, qui la transportent au Rwanda et au Burundi. Rwanda et Burundi qui, eux, qui n'ont pas de mines et qui sont pourtant des exportateurs de ce minerai. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 décembre ? Le 24 décembre, le président Kagame a expulsé l'ambassadeur de France sous 72 heures. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y en a plusieurs. Pourquoi ? Parce que les Français ont eu le malheur de prendre parti pour le président du Congo, Tshisekedi, qui a dit il faut que les Rwandais et le Burundi arrêtent, le Rwanda et le Burundi, arrêtent de nous piller nos ressources minières, il faut qu'on en reprenne le contrôle. Et on a dit, oui, c'est vrai, il faut envoyer une force militaire africaine pour remettre de l'ordre, parce que ça ne peut pas durer. Mais il suffisait de regarder ce qui se passait là-bas et écouter ce que disait Tshisekedi, qui lui disait ça suffit, il faut qu'on arrête ça, arrêter le pillage, pour se dire, il va se passer quelque chose. Et quand on connaît le président du Rwanda, qui n'est pas un démocrate, c'est moins qu'on puisse dire, eh ben on savait très bien que ça se passerait très mal. Et ça s'est passé très mal. Mais personne n'en parle parce que c'est très gênant. Avec tous les efforts qu'on a fait avec le Rwanda pour leur dire mais non, on s'aime, on regrette. Bon, on a fait plein de choses avec le Rwanda, hein, pour essayer de remettre de bonnes liaisons. Ben non, parce qu'il y avait un problème qui n'était pas résolu, et puis il est arrivé. En fait, tout l'intérêt dans notre émission, c'est que vous invitez des experts qui ont la capacité à décoder les signaux faibles. Mais oui. Et ces signaux faibles, ils passent en dessous des radars, on les analyse dans l'émission, et effectivement, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, oui, ça apparaît au grand jour. Et pour le professionnel, si vous voulez, pour l'analyste, le professionnel, il est évident qu'on travaille sur les signaux faibles. Une fois qu'on connaît parfaitement le reste, c'est la moindre variation du système, du terrain, si je peux dire, qui nous fait dire, tiens, il se passe quelque chose, regardons. Et là, quand on regarde, dans la plupart des cas, on dit, attention, là, il est en train de se faire quelque chose, en faisant des projections, il va y avoir un problème. Et il y en a plein. Et comme effectivement, nos invités sont souvent aussi des gens de terrain, avant d'être des analystes, ils étudient les pièces de puzzle, et ils ont une vision plus large, et ça leur permet de recoller tous les morceaux, et d'avoir cette vision. Exactement. Regardez, je me souviens de l'émission qu'on avait faite sur l'Ukraine avec l'ambassadeur Gliniasti, qui a été ambassadeur de France en Russie, qui est un connaisseur exceptionnellement documenté, je dirais, sur cette affaire, sur la Russie en général, il a une excellente compréhension de la Russie. Bon, c'était très intéressant, parce que qu'est-ce qu'il a dit ? À l'époque, il avait bien dit, il avait dit ce qui était la réalité. Jamais Poutine n'aurait dû déclencher cette guerre. Que toute personne, tout chef d'État qui déclenche une guerre le paie toujours très cher. On est tous d'accord là-dessus. Mais il avait dit aussi, mais attendez, regardez quand même, il y a des raisons. Avec toute cette onction diplomatique qui est la sienne, parce que c'est un professionnel de la diplomatie et que donc il sait arranger les choses pour les dire gentiment et proprement. Vous parliez de l'Ukraine et de la Russie. Nous en sommes où aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous aviez annoncé un certain nombre de choses, déjà, qui se sont révélées plutôt exactes. Oui, si vous voulez, nous, ce qu'on a expliqué, je crois que sur l'Ukraine, on a expliqué, depuis le début d'ailleurs, on a toujours dit que, jamais Poutine n'avait voulu envahir toute l'Ukraine. Il ne pouvait pas, mais avec 150 000 hommes, il ne pouvait pas. Il avait pensé qu'une pénétration très rapide sur Kiev ferait d'étaler le gouvernement et qu'on renverserait le gouvernement, pour mettre un gouvernement évidemment
prêts à discuter avec les Russes. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, erreur stratégique. Du coup, ils se sont recentrés sur la zone qui les intéressait, la côte, avec Mariupol, pour aller en route vers Odessa. Et puis, pour sécuriser la Crimée qui est de l'autre côté, et la partie des provinces russophones, où on savait très bien qu'ils voulaient absolument assurer la sécurité de cette zone-là. Bon, or, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu d'une part, effectivement, un repli sous la pression de l'armée ukrainienne qui, équipée par l'OTAN, a été très efficace, il faut bien le dire, aidée par les Occidentaux et l'armement occidental, et les satellites, et enfin, tout ce qui peut y avoir derrière. Bon, on l'a vu faire une percée à Kharkov, repousser les Russes, qui ont été très surpris, parce que c'est là, à mon avis, ils se sont rendus compte que en face, ça commençait à devenir du lourd, ça devenait sérieux. De l'autre côté, bon, ils ont fait une opération qui est une réussite, indiscutablement, ça a été Kherson, pour se replier sur l'autre côté du Dniepr, parce que c'était évident que pendant l'hiver, c'était la solution militaire pour se protéger, éviter un Stalingrad à Kherson. Là, ils ont très bien fait, ils ont très bien joué. Et on avait dit, c'est ce qui se passe, on avait dit tout va se stabiliser avec l'hiver, sauf dans la zone centrale où ils vont continuer à se battre. Or, nous assistons depuis quelques semaines à une bataille terrible autour de Bakhmout, toute cette zone-là, parce que c'est une zone clé. C'est une zone clé, et ça, on le sait. Or, c'est une zone dans laquelle c'est un combat qui est un combat, je dirais, rue par rue, et qui est un enjeu considérable parce que c'est la conquête ou la non-conquête des fameuses provinces russophones dont une partie est encore sous contrôle ukrainien. Ce sont des verrous. Ce sont des verrous, absolument. Et alors, ce qui est amusant, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est très amusant parce que, enfin, c'est amusant quand on pense que les malheureux qui se font tuer, c'est pas drôle du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Mais il faut savoir que, de même que pour Kharkov, on sait maintenant qu'une partie des troupes qui ont repoussé les Russes, c'était des Polonais, sous contrat, sans aucun doute. C'est pas l'armée polonaise en uniforme polonais, mais c'est des Polonais qui ont fait ça. Et on sait qu'à Bakhmout, actuellement, en face de Wagner, il y a une société militaire privée américaine qui s'appelle Mozart. Donc on est dans la musique classique. On est dans la musique classique. Un peu violente. Il y a beaucoup de grosses caisses. Bon, il y a beaucoup de grosses caisses. Mais ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire Parce que ça veut dire qu'en réalité, et on voit bien ce qui est en train de se passer, on voit que c'est un conflit international, indiscutablement, mais qu'on ne veut pas déclarer international. Et j'ai souvent l'occasion de le dire, c'est la guerre d'Espagne. Pour ceux, alors certains, ça peut les choquer, mais en réalité, les Ukrainiens, ce sont les républicains de la guerre d'Espagne, soutenus par les Américains, les Anglais, les Français, enfin, on retrouve les mêmes. Et de l'autre côté, l'équivalent des franquistes, donc les russophones, ils sont soutenus par les Russes, par les Chinois, avec toute une série de tests de matériel militaire, il ne faut pas l'oublier. Les fameux HIMARS américains, les lance-missiles HIMARS, c'est la première fois qu'on les teste en vraie grandeur. Et les drones aussi en vitesse. On a découvert dans cette guerre, pour la première fois, on avait vu, dans la guerre contre l'Arménie, l'Azerbaïdjan avait utilisé des drones et avait paniqué littéralement les troupes arméniennes, qui n'étaient pas préparées pour ça. Mais là, on est en train d'assister à l'utilisation à grande échelle des drones explosifs, comme on a vu et comme on le voit, on peut détruire les centrales énergétiques, mais également des drones de reconnaissance, des drones de tir. On l'a vu sur les chars, par exemple, on s'est aperçu que les Ukrainiens utilisaient des drones qui servaient pour donner les coordonnées à l'artillerie. Bon, ça, c'est des choses qu'on n'imaginait pas il y a 2-3 ans. On teste toute une série de matériel, et indiscutablement derrière, ça veut dire qu'on le retrouvera sur les champs de bataille, si malheureusement il y a des champs de bataille. Et le dernier point, c'était sur l'Ukraine, c'était la paix, la négociation. Oui. Bon, nous allons forcément vers des négociations parce qu'aucun des deux ne peut vraiment gagner. Or ça, tu sais, si on a été critiqué au début quand on parlait de l'Ukraine, on disait mais comment vous prenez parti pour les Russes? Non, on a toujours dit il faut négocier parce qu'aucun des deux ne peut véritablement gagner. On peut avoir des positions géographiques chez les uns, chez les autres, mais il est inimaginable que, par exemple, quand j'entends le président Zelensky dire « on va reconquérir la Crimée », bon, c'est pas sérieux. C'est même pas mobilisateur, à mon avis, pour ces troupes. C'est pas sérieux. Mais quand, d'un autre côté, on entend certains qui vous disent « les Russes
vont utiliser l'arme nucléaire et vont aller. C'est aussi stupide puisqu'on sait que Patrushev, le patron des services russes, et le patron des services américains à Ankara sont mis d'accord pour que jamais on utilise le nucléaire. Donc, vous voyez, en définitive, on sait beaucoup de choses, mais il faut en tirer les enseignements et arrêter de se laisser manipuler, je dirais, par les dépêches qui sortent toutes les 2 heures. Il faut voir à long terme, il faut s'extraire, il faut regarder plus loin. Alors vous parliez de tirer des enseignements. On a essayé d'en parler dans certaines émissions sur les enseignements que la France pouvait tirer de ce conflit, à la fois pour son armée et puis avoir une vision de protection, de défense de la France. Alors, est-ce que ça a évolué? Est-ce que, là encore, on a... Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. On peut dire pour la France, hein, ça a été d'abord un coup de tonnerre, c'est que les Français ne croyaient pas qu'il pouvait y avoir une guerre en Europe. Elle a eu lieu et on s'est aperçu très vite que quand on est dans une guerre conventionnelle, comme la guerre en Ukraine, il faut des moyens lourds et dans certains domaines qu'on n'avait pas. Exemple, les canons. Indiscutablement, les Français manquent cruellement d'artillerie quand on voit l'usage qui est fait de l'artillerie, même si l'usage massif de l'artillerie est une spécialité russe, depuis toujours. Donc les Russes, la théorie de Gerasimov, qui vient de prendre le commandement, il y a quelque temps, il vient de prendre le commandement de l'armée russe sur le front, il disait bien l'artillerie est un élément essentiel de la stratégie russe. Mais les canons, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'obus, qu'est-ce qu'on devient? Et on a découvert que, alors là, il y a des vraies questions à se poser. Moi, je ne dis pas c'est la faute de l'un ou de l'autre. Mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé en France à ce que nos munitions soient toutes faites dans des pays étrangers? Oui. Parce qu'alors là, on est à la fois, on n'en a pas assez, et si les pays étrangers ne veulent pas nous en livrer, eh bien, on est en perdition. Alors, quelle est la durée du stock? Alors, si on croit les fuites qu'il y a pu avoir de la Commission de la Défense, on dit qu'on a 3 jours de réserve, en combat dur, combat lourd, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, alors on lève les mains et on dit on se rend. Ça pose de vrais problèmes. Donc on comprend que l'état-major français, aujourd'hui, soit obligé de repenser complètement la doctrine militaire française, si vous voulez, la loi de programmation militaire, le livre blanc de la défense, il faut tout réécrire. Et il va falloir faire des choix stratégiques majeurs, parce que doit-on continuer à avoir une force de projection avec des forces spéciales et les moyens nécessaires qui s'est révélée efficace à l'étranger? Il est une guerre sur le territoire européen où tout ce concept que nous avons de force de projection ne marche pas. Car il y a d'autres priorités. Ça ne veut pas dire que rien ne marche. Pas du tout. Les forces spéciales seront toujours les forces spéciales. Mais il y a un besoin d'autres matériels qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Les drones, nous n'avons pas de drones. Donc rien que pour ça, on voit ce que qui pourrait se passer chez nous. Donc il va falloir tout repenser. Ça va coûter très cher. La France, actuellement, avec son niveau de perte financière, son déficit financier, est-ce que la France est capable de pouvoir, malgré tout, financer une refonte de son outil militaire? Et dans quel délai? Il y a plein de problèmes. Donc on est dans une situation extrêmement complexe. Les militaires, on voit bien, ils travaillent, ils réfléchissent, ils sont dans une situation difficile. Et le politique va devoir faire des choix, et c'est là où on peut se poser des questions. Est-ce que le politique aura la capacité et la volonté de faire les bons choix? Parce que je constate qu'en Allemagne, par exemple, ils vont mettre 100 milliards pour relancer l'industrie allemande et la force militaire allemande, pour en faire la première armée d'Europe. C'est ce qui a été annoncé par le chef d'état-major allemand. Donc ils veulent faire la première force européenne. Bon, nous qui avons été traditionnellement avec les Anglais les numéros 1, est-ce qu'on est prêt effectivement à voir l'Allemagne devenir bien meilleure que nous, et à un moment où en plus notre industrie de défense est secouée par toutes les décisions européennes qui systématiquement, il faut le dire, défavorisent l'industrie de défense française par contre, en favorisant certains autres, dont les Américains comme par hasard. Comme les mauvaises nouvelles volent toujours malheureusement en escadrille, comme disait le président Chirac. Oui. Ce conflit a ouvert aussi l'esprit aux Français sur notre indépendance énergétique. Absolument. On était indépendants et on était très bien placé avec le nucléaire. Et tout d'un coup, on se rend compte que le nucléaire, on n'est plus très bon. En tout cas, ça commence peut-être à s'améliorer. Mais enfin bref,
Mais tout ça est lié, quoi. La crise énergétique, si vous voulez. Oublions le Nord Stream, oublions tout ça. Nous, on était, là en Europe, hein, on était les leaders en Europe. Au point de vue de l'électricité, au point de vue du coût, c'était le coût le plus bas d'Europe. Et on était ceux qui produisaient le plus. Donc on vendait en plus à l'étranger et c'était le moins cher. Ça aidait énormément les entreprises françaises, qui par contre, d'un autre côté, sont celles qui en Europe payent le plus de taxes et d'impôts, hein, ou pratiquement, hein, au niveau européen. Donc on était pénalisés par rapport à d'autres par des taxations et des impôts très élevés sur les entreprises françaises, mais d'un autre côté, l'électricité était moins chère qu'ailleurs. Donc il y avait, on ne peut pas dire que tout était compensé, mais quand même, on était aidés. Qu'est-ce qui se passe? On a subi une attaque en règle via les Verts allemands. Parce que c'est ça, c'est les ONG vertes allemandes, dont un jour, il faudra quand même qu'on regarde qui les finançait. Parce qu'il y a ça derrière. Hein. Il y a eu les Verts allemands qui ont démoli le nucléaire et qui ont amené l'Allemagne à arrêter le nucléaire, à basculer sur le gaz. Et nous, ça nous a amené, sous la pression des Verts français qui agissaient à l'imitation des Verts allemands, Madame Voynet a fait des déclarations passionnantes dans un interview à ce sujet-là, en expliquant comment elle n'avait pas appliqué les règles françaises du Premier ministre français pour faire voter contre le nucléaire au niveau européen. C'est très intéressant, parce que ça pose d'autres questions. Et c'est un interview officiel, hein, c'est pas du tout, je suis pas en train de vous raconter des trucs, des complots, comme on dit maintenant, hein, pas du tout. Bon, il y a eu donc, les écologistes français ont continué derrière, et résultat, on a commencé à fermer les centrales nucléaires. Bon. Mais il y a eu pire que ça. C'est que non seulement on a commencé à fermer les centrales, donc on a diminué les capacités de production, mais en plus, on n'a pas fait les efforts de maintenance nécessaires au niveau de la plupart des centrales. Parce qu'on disait, comme ils veulent les arrêter, pourquoi va-t-on faire tous ces investissements qui coûtent très cher? Résultat, on l'a vu l'année dernière, on arrête une grande quantité de centrales parce qu'elles ne peuvent plus produire. Donc il y a un engrenage, si vous voulez, là-dedans. Mais on l'a vu arriver, l'engrenage. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est sérieux? Et là, j'en reviens à ce que vous disiez sur les prévisions à long terme, ou les analyses que l'on peut faire. Est-ce que c'est sérieux de dire on va mettre le cap sur le renouvelable à 100%, quand dans le même temps, l'année dernière et l'année d'avant, on sait qu'en Allemagne, ça ne marche pas, et qu'ils sont obligés de développer les centrales à gaz à outrance parce que ça ne marche, ils n'arrivent pas avec le renouvelable à être assez efficaces. Donc déjà, est-ce que si eux, qui ont mis énormément d'argent là-dessus, une fortune, Mme Merkel a mis une fortune, elle n'y arrive pas, comment nous, on peut avoir la prétention d'y arriver? Alors, quand même, il faut quand même regarder les autres et arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. S'ils n'y arrivent pas, il y a peut-être des raisons. Et les centrales à charbon, ils ont rouvert des centrales. Ah, mais depuis, alors c'est pire qu'ils ont ouvert les centrales à charbon. Alors on s'aperçoit pourquoi, en définitive, ils ont joué le gaz. Ils ont joué le gaz parce que c'était assez propre, que ça évitait le nucléaire, ça faisait plaisir. Et après, on voit les... Alors vous me direz, là si j'écoute la théorie complotiste, on vous dit, les Américains voulaient revendre du gaz de schiste aux Européens, donc ils ont encouragé le gaz. Mais le problème, c'est que les Allemands avaient choisi d'avoir le gaz en Russie. Donc il faut, par tous les moyens, arrêter le gaz en Russie, et ça se termine par l'explosion du Nord Stream. Ça, c'est une vision. Hein. Mais il y en a une autre. C'est simplement le fait que, effectivement, les Allemands font une pression sur tous les autres parce qu'ils sont les plus puissants en Europe, première puissance économique d'Europe. Ils font une pression sur les autres en disant « on a décidé de faire du gaz, on va vous aider avec notre gaz partout, donc on joue le gaz ». Et là, c'est un point qu'on n'évoque pas aujourd'hui et pourtant il est fondamental. On décide de prendre comme référence du prix de l'électricité le prix du gaz. Ça, on ne dira jamais assez. C'est une erreur colossale qui a été faite par les Français, entre autres, que n'ont pas fait, fort heureusement, ils ont dénoncé les accords, les Portugais et les Espagnols, parce qu'en indexant le prix de l'électricité sur le gaz, on passe en gros de 100 $ à 230. Et c'est ça qui est en train de nous tuer aujourd'hui. En réalité, c'est parce que nous surpayons le gaz que nos boulangers se trouvent ruinés, et on surpaye le gaz parce qu'on s'est aligné sur l'électricité. Pourquoi ne pas s'être aligné sur le nucléaire? Pourquoi ne pas s'être aligné sur l'hydraulique? Parce qu'on oublie toujours, là aussi, en France, l'avenir, ce n'est pas les éoliennes.
L'avenir, c'est l'hydraulique. Or, nous savons qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité de développer 20% en barrage. En hydraulique. En hydraulique. Hein. On a la capacité encore de faire 20% de plus en hydraulique. Or, un barrage, c'est 300 éoliennes. Vous voyez, là, c'est pas la peine de faire des forêts d'éoliennes en mer, sur terre et ailleurs. On fait 20% de plus de barrages, on a réglé notre problème. Et le barrage, il ne faut pas 20 ans pour construire un barrage. Ce n'est pas comme une centrale nucléaire. Ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on sait. On va faire une émission avec quelqu'un qui nous parlera d'EDF, parce que c'est passionnant l'affaire EDF. Comment on se piège tout seul et où on en arrive à la fin. C'est une histoire incroyable, c'est un roman. On voit tout ça. Mais le drame, c'est pourquoi, étant donné qu'on le voit et que si on est capable de le voir, d'autres peuvent le voir aussi, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout en faisant l'analyse et en prenant les décisions qu'il faut. En descendant de ce conflit russo-ukrainien, on descend, on va aller chercher du gaz de l'autre côté de la Méditerranée. Bien sûr. Alors là aussi, nous avons fait des émissions. On en a fait des fort intéressantes. Mais là aussi, ça déstabilise un petit peu la France et ses relations avec l'Algérie et toute la zone finalement du Maghreb. Et là aussi, on en a parlé. Alors comment ça peut évoluer tout ça? Parce qu'on a besoin du gaz algérien, j'imagine. Oui, mais enfin, ceci dit, on a besoin du gaz algérien. Mais les Algériens, quand il y a eu la crise, c'est pas nous qui sommes venus les voir les premiers, loin de là. Hein. Vous avez d'abord les Italiens qui ont signé, Draghi a signé un accord avec les Algériens pour la fourniture de gaz de manière importante. Or, les Algériens n'ont pas un volume de gaz extensible. Hein. Il faut savoir que c'est un gisement qui commence à diminuer. Alors on dit, et je pense que c'est sûr, il y a d'autres gisements qui pourraient être exploités, mais pour le moment, les gisements actuels commencent à diminuer. Donc ce qui est en train de se faire, si vous voulez, c'est que nous, on compense relativement peu avec l'Algérie, et que donc on a dû aller chercher ailleurs. C'est le Qatar, bien entendu, notre grand ami du Qatar, les Américains, en faisant avec la fourniture en gaz de schiste. Et donc, de ce côté-là, nous, on joue sur tous les tableaux pour essayer de s'en sortir comme on peut. Mais en définitive, ce gaz, est-ce qu'on a besoin de tant de gaz que ça? Et la question est non. Parce que le gaz que nous importons, une partie repart en Allemagne, où ils n'ont plus de gaz, et en contrepartie, l'Allemagne nous envoie de l'électricité, qui est vendue très cher. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que de faire un triangle, j'achète du gaz que je mets en Allemagne pour faire tourner les centrales allemandes et pour vous le renvoyer en France en électricité, et on n'aurait pas dû plutôt étudier une mesure qui soit uniquement française? Alors la réponse qu'on entend, c'est un peu étonnant, c'est de dire « Ah oui, mais il fallait aider nos voisins allemands ». Quand je vois le couple franco-allemand, je pense que nous aussi, on pourrait de temps en temps avoir des velléités d'indépendance. Oui, ou de penser à nos propres... Exactement, penser à nos propres intérêts. Bien sûr. Sans en vouloir à nos amis allemands. Chacun défend sa politique, et c'est clair. Hein. Mais d'ailleurs, pour rebondir, nous avons fait une émission avec un spécialiste du lobbying en Europe, en tout cas au Parlement et à la Commission, et il nous a bien expliqué que tous les pays, tous les États européens jouent leur propre partition avec leurs lobbyistes, et puis c'est chacun pour soi. Mais bien entendu, mais c'est logique. On peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un pays d'Europe, y compris l'Allemagne, hein, travaillant tout seul, vivant tout seul dans ce monde ultra concurrentiel et très dur. Donc on a besoin des autres. Et donc de toute manière, on a besoin d'une Europe, qu'elle soit à 15, à 12, à 25, à 28, peu importe. On a besoin d'une Europe. Et nous, en tout cas, les Français, on a besoin de l'Europe. C'est d'une Europe, il n'y a pas de doute là-dessus. La question, quand même, c'est... dans cette Europe, il faut quand même qu'on ait des intérêts communs et une politique commune. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est très frappant, ce qui pense toutes les discussions qu'il peut y avoir à Bruxelles aujourd'hui, c'est qu'à l'évidence, il y a plusieurs blocs en Europe qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de domaines. Si on veut arriver à les mettre ensemble, ça paraît extrêmement difficile. Oui. Parce qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Je prends les Hollandais, les Polonais, les Italiens, on ne peut pas dire qu'ils se ressemblent. Oui. Alors, avant, il y avait ce couple franco-allemand réel qui pesait de tout son poids sur l'ensemble, et avec en plus l'ami, je dirais, anglais, qui défendait les intérêts américains à l'intérieur. Donc ça allait, on arrivait à peu près à ça. C'est vrai qu'après le départ des Anglais, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Allemagne a pris une avance considérable et qu'on ne peut pas la rattraper. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de couple franco-allemand.
il n'y a plus l'accord avec les Anglais. Donc on est dans une situation où il faut essayer de revoir. Personnellement, enfin, je crois qu'on est dans une situation où, tôt ou tard, je prends des risques en le disant, mais je pense que tôt ou tard, il va falloir renégocier l'Europe. Reformater une Europe, car aujourd'hui, nous ne sommes plus une Europe cohérente. La seule chose qui relie tout le monde aujourd'hui, c'est l'OTAN. C'est quand même aberrant. C'est la puissance de l'OTAN, l'association de la défense entre les pays d'Europe ont été contrôlés par les États-Unis, c'est le seul endroit où tout le monde est d'accord. Pourquoi ? Parce que les Américains disent vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, et vous appuyez sur le bouton. C'est tout. Quand vous parlez du conflit en Ukraine, et vous faites le parallèle avec la guerre d'Espagne. Oui, absolument. La guerre d'Espagne était annonciatrice d'un conflit mondial. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir un conflit mondial ? Oui, vous avez raison. Avec la Chine, peut-être. Oui, non, mais je vous réponds. Alors, il y a deux choses. La différence, si vous voulez, entre cette époque, la guerre d'Espagne et maintenant, c'est que la Russie n'est pas le régime nazi. Poutine n'est pas Hitler, du tout. Contrairement à ce que tout le monde raconte, il est tout sauf fou. Il peut avoir la dérive qu'ont tous les gens qui ont le pouvoir, qui au bout d'un certain temps ne voient plus très bien la réalité, mais il n'est pas fou. Donc de ce côté-là, il ne faut pas rêver. Enfin, il ne faut pas rêver, il faut s'en réjouir. Par contre, c'est vrai qu'il y a une tentation des néoconservateurs américains qui, aujourd'hui encore, eux, voudraient faire la guerre en Russie. Il ne faut pas l'oublier, hein. Ils seraient prêts à aller faire la guerre en Russie, eux. Pas tous les Américains, hein, uniquement les néoconservateurs. Ces mêmes néoconservateurs sont convaincus que, de toute manière, on fera la guerre à la Chine. Et de l'autre côté, il faut regarder la dernière réunion entre Xi Jinping et Biden. C'est très intéressant. Il faut regarder qu'est-ce qu'il a dit, Xi Jinping ? Il a dit il faut que vous arriviez à vous convaincre, vous les Américains, qu'il peut y avoir parfaitement sur le monde deux puissances qui vivent ensemble et qui sont très puissantes. On n'est pas obligé de se faire la guerre. Donc Xi Jinping a raisonné Biden, non, c'est pas la peine de vouloir nous mettre des bombes sur la figure, on peut parfaitement vivre ensemble et trouver un modus vivendi en trouvant des frontières économiques, sociales et autres. Je pense qu'un certain nombre d'Américains sont assez convaincus de ça, si vous voulez. Mais globalement, il est indiscutable qu'en Amérique, aujourd'hui, la majorité des gens qui comptent dans le deep state, comme on dit, dans ceux qui comptent au niveau de l'État, se préparent mentalement, moralement, à une guerre avec la Chine, parce que c'est le fameux piège de Thucydide. À un moment donné, ils disent on ne va quand même pas les laisser prendre une place de leader. Alors, ce qui peut retarder un peu tout ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine, traversant une crise économique indiscutable, avec l'affaire du Covid, l'impact que ça a pu avoir sur l'économie, il est possible que ça freine le développement chinois longtemps. On ne sait pas. On va voir l'année prochaine. Il faut attendre un an. Si la Chine repart dans un an à la vitesse qu'elle avait avant, bon là, on va repartir vers cette tentation américaine de faire la guerre. Si, par contre, la Chine ralentit sa croissance, qu'elle fait moins peur, alors je pense qu'à ce moment-là, les pacifistes n'auront plus de poids aux États-Unis en disant « arrêtons ». Et ça nous donnera une période de temps durant laquelle on pourra, je dirais, trouver des solutions en espérant qu'elles puissent être trouvées. En plus, nous avions fait une émission sur l'Indo-Pacifique avec le rôle et le poids de Taïwan. Absolument, absolument. Mais regardez Taïwan, bon, bien sûr, les médias occidentaux disent toujours Taïwan est menacé et tout. Lisez les déclarations des Chinois, ce n'est pas vrai. Les Chinois disent Taïwan fait partie de la Chine, mais ça ils le disent depuis 1947, depuis que l'ONU a donné Taïwan à la Chine, il ne faut quand même pas l'oublier. Taïwan qui s'appelait Formose et qui est une propriété du Japon, le Japon étant battu, on a donné le Formose à la Chine parce que la Chine avait contribué à l'effort de guerre contre le Japon. Il ne faut pas l'oublier. Donc depuis, les Chinois disent Taïwan c'est à nous. Alors, on peut dire ce qu'on voudra, ouais. Et on voit bien, les Chinois, ils attendent, ils disent Taïwan, de toute manière, ça nous arrivera dans les mains tranquillement, pas la peine de faire la guerre. Écoutez, Alain, vous voyez, on a quand même beaucoup de sujets encore à aborder. Oh oui. Donc, beaucoup d'émissions. Et vous serez avec nous, je l'espère, pour de futures émissions sur plein de sujets très importants, toujours avec des invités de pointe que M. Alain Juillet nous permet de rencontrer et d'interviewer. Et je vous donne rendez-vous donc très prochainement sur Openbox TV, l'émission de géopolitique. Merci. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre
sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet, et nous vous en remercions. Et vous pouvez nous suivre à loisir où que vous vous trouviez sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous vous proposons, et en particulier via les podcasts, pour une écoute en toute liberté où que vous vous trouviez.